Ma sœur s'appelle Cécile Collère, donc elle a été prise en otage par le régime iranien le 7 mai 2022 alors qu'elle découvrait le pays pendant une dizaine de jours. Elle est partie le 28 avril 2022. C'est un voyage qu'elle préparait depuis plusieurs mois. L'Iran faisait partie des pays qu'elle rêvait de voir. Moi, elle m'en parlait depuis plus de 15 ans. Et donc, elle a préparé ce voyage avec son compagnon qui devait durer une dizaine de jours pendant les vacances scolaires de printemps. Elle devait rester du 28 avril au 8 mai. Tous les deux nous envoyaient tous les jours des images de leur séjour. Ils suivaient un circuit touristique classique. Ils avaient l'air très heureux, ils avaient l'air vraiment contents d'être là-bas. Et puis à partir du 7 mai, on n'a plus de nouvelles. Donc d'abord, on a essayé de rationaliser en se disant bon bah voilà, c'est peut-être le retour, la fatigue, le stress de la rentrée. Et en fait, on s'est vraiment inquiété la semaine suivante quand les collègues de Cécile nous ont informé qu'elle ne s'était pas présentée au lycée comme elle aurait dû. Et juste après, mes parents ont reçu un coup de téléphone du Quai d'Orsay les informant de l'arrestation de Cécile et Jacques. On n'a aucune information sur les circonstances de leur arrestation, on ne sait pas où ils ont été arrêtés, ni exactement quand, si c'est le 7 ou le 8 mai. Tout ça est flou. On n'a jamais eu la moindre justification pour leur arrestation et leur détention. Début octobre 2022, la télévision iranienne a diffusé une vidéo de Cécile Collère dans laquelle votre sœur reconnaît comme son compagnon s'être rendu en Iran pour des missions d'espionnage. Quelle a été votre réaction en découvrant cette vidéo ? La vidéo des faux aveux extorqués à Cécile a été diffusée le 6 octobre 2022. C'était pendant cette période où on n'avait aucun signe de vie. Donc ça a été un choc terrible pour nous, les familles, parce que voilà, un jeudi matin à 9h, on ouvre un lien et puis on voit ma sœur qui s'accuse d'être un agent de la DGSE. On voit son visage, on entend son ton de voix, on sent qu'elle est complètement crispée, qu'elle a l'air terrifiée, qu'elle a les traits tirés. C'est absolument terrifiant pour nous. Et en fait, on s'est beaucoup renseigné. On a lu des témoignages d'anciens otages, d'anciens détenus qui parlent de ça, qui parlent de cette pratique de mettre les détenus à l'isolement, donc qu'on appelle la torture blanche, qui est caractérisée comme de la torture par le droit international. On sait que Cécile et Jacques en ont fait au moins 3 mois. Et en fait, pendant cette période d'isolement cellulaire, les seuls contacts que vous avez avec des gens, ce sont des interrogatoires très pénibles, très difficiles, très longs. Répétitif et en fait tous les moyens de pression psychologique possibles sont mis en œuvre pour en fait vous pousser à avouer des choses que vous n'avez pas commises. Quand vous êtes suffisamment affaibli et que vous êtes suffisamment vulnérable, eh bien on vous place dans une salle avec une caméra et puis voilà, on vous fait réciter ce qu'on veut diffuser à la télévision. Donc c'est ce qui s'est passé pour Cécile. Pour nous, c'est clair depuis le départ. Cécile est innocente des accusations qui ont été portées contre elle par les autorités iraniennes, notamment dans la presse. Nous, on dément catégoriquement cette accusation. Le cas de Cécile, ainsi que le cas de son compagnon Jacques Paris et du troisième otage Olivier Grondeau, s'inscrivent complètement dans la politique de rapt et de rançonnage des vies humaines, donc la politique de prise d'otages de ressortissants étrangers pratiquée par le régime iranien. Que savez-vous des conditions de détention de votre sœur ? Cécile et Jacques, depuis le début de leur détention, sont détenus dans la grande prison des Vignes, mais dans une section bien à part, qu'on appelle la section 209. Donc c'est une section de haute sécurité qui échappe aux autorités pénitentiaires classiques, puisqu'elle est sous le contrôle des services de renseignement. Et en fait, c'est une section dans laquelle les conditions de détention sont terriblement dures. Ce qu'on sait des conditions de détention de Cécile, c'est qu'elle est dans une cellule sans fenêtre, éclairée 24 heures sur 24, surveillée 24 heures sur 24, dont elle ne peut sortir que 3 fois par semaine pendant des courtes durées de 20 à 30 minutes dans une cour. Elle fait tout à même le sol, elle n'a pas de meubles, donc elle dort sur une simple couverture. Elle n'a pas droit à du courrier, elle n'a pas de quoi écrire, elle ne peut pas contacter d'avocat, elle ne peut pas contacter son ambassade. En fait, les seuls contacts qu'elle a avec l'extérieur, avec le monde extérieur, ce sont des rares appels qu'elle nous passe de manière
complètement aléatoires, qui durent généralement autour de 5 minutes et qui se déroulent sous haute surveillance. Donc elle n'est pas libre de s'exprimer sur ses conditions de détention, sur son état de santé. Et on sent une terrible pression psychologique qui pèse sur elle lors de ces appels. On sent que les appels sont cadrés à l'avance. Plus le temps passe et plus son désespoir grandit, même si elle a toujours une attitude où elle essaye de nous rassurer, où elle essaye de montrer qu'elle tient le coup, mais on sent que son abattement est de plus en plus grand et on a de plus en plus de mal à la rassurer. En fait, elle perd complètement espoir et elle commence vraiment à douter de pouvoir sortir un jour. Que pouvez-vous et que choisissez-vous de lui dire quand vous pouvez lui parler? Nous, on a très vite compris que ça ne servait à rien de lui poser des questions sur ses conditions de détention, que ça la mettait plus en difficulté qu'autre chose, et que, en fait, ce qui lui faisait du bien et ce qu'elle avait besoin d'entendre, c'était des nouvelles de la famille. Donc, effectivement, on fait des listes de nouvelles de la famille, surtout de ses neveux qu'elle adore. On a 2 neveux de 3 et 5 ans. Son visage s'éclaire quand on lui parle de tout ça. On essaye aussi au maximum de lui parler de la mobilisation qui a lieu en France pour elle. Par exemple, là, le dernier appel qu'on ait eu d'elle, c'était le 25 décembre. Je lui ai parlé notamment de l'opération qui consistait à faire des appels aux lettres. Donc les gens pouvaient nous envoyer des lettres qu'ils souhaitaient adresser à Cécile, tout en sachant qu'elle n'a pas droit à du courrier, mais c'est aussi une façon pour nous de protester contre ça. Donc on a recueilli plus d'1 millier de lettres, on lui en a envoyé plus de 750 en décembre. Et quand je lui ai annoncé au téléphone, ça lui a fait beaucoup de bien. Bon, elle était très surprise parce que elle a tendance à penser qu'on l'oublie. Elle est tellement isolée du monde extérieur que c'est difficile pour elle d'imaginer qu'il y a autant de monde qui se bat pour elle en fait en France. Donc quand on lui donne comme ça des informations concrètes de ce qui se fait, ça lui fait aussi beaucoup de bien et ça lui redonne de la force pour continuer de se battre. Avez-vous des informations sur de potentielles futures échéances judiciaires, un possible procès? En ce qui concerne les échéances judiciaires, on n'en a absolument aucune. Cécile est privée d'avocats indépendants. Elle ne peut pas contacter son ambassade. Un des rôles est de l'accompagner pour sa défense. Or, Cécile n'a eu que 3 visites consulaires depuis le début de sa détention. La dernière date du 18 février 2024. Ce sont des visites consulaires qui se déroulent sous haute surveillance, qui sont courtes, entre 10 et 20 minutes, durant lesquelles il est absolument interdit d'évoquer le dossier judiciaire. Or, c'est un des buts principaux de la visite consulaire, à savoir qu'un agent de l'ambassade de France doit pouvoir venir assister le détenu dans sa défense. On a engagé des avocats iraniens dès le début de sa détention, mais ils n'ont jamais eu accès au dossier, ils n'ont jamais pu voir Cécile. On n'a en fait aucun lien avec l'autorité judiciaire iranienne, et les seules informations qu'on puisse avoir, ce sont des déclarations que le porte-parole des autorités judiciaires iraniennes a pu faire à la presse. Il en a fait 2 en 2022 où il annonçait un procès très proche. Il en a refait une en 2023 du même ordre. Voilà, ils seront bientôt fixés sur leur sort. Et la dernière en date a eu lieu début novembre. On nous annonçait un procès le 24, mais nous n'avons jamais eu de suite en fait, ni aucune information sur ce procès-là. On sait que ça se joue pas dans une cour de justice. Les peines qui sont prononcées sont de toute façon arbitraires. Nous, on a l'exemple notamment de l'otage belge qui a été libéré en 2023, Olivier Van de Castel, qui lui avait été condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouet. Donc effectivement, c'est des peines qui sont terrifiantes, mais on sait qu'on doit garder la tête froide en se disant que voilà, c'est des peines qui sont arbitraires, qui n'ont pas vocation à être purgées. Le procès, ça peut être une étape pour nous qui compte dans le sens où on a tellement rien, on a tellement aucune échéance, on a tellement aucun repère dans ce flou qui est la détention de Cécile, que pour nous, oui, ça peut être une étape. Et en même temps, c'est une étape qu'on redoute parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est très mal vécu par les détenus. C'est une expérience très difficile. Selon les témoignages qu'on a, effectivement, ça a été plus ou moins traumatisant. On a peur que Cécile soit confrontée à ça et que ce soit dur et que même si on sait tous et si elle sait sans doute elle-même que la peine n'a pas d'importance, selon la gravité de la peine, comment est-ce qu'elle va le vivre, comment elle va le supporter. Et pareil pour nous, on a beau garder la tête froide, si c'est une peine vraiment très grave, c'est une chose supplémentaire avec laquelle on va devoir vivre et qu'on va devoir gérer émotionnellement. Comment vivez-vous cette situation, vous, au quotidien? C'est quelque chose qui a complètement bouleversé nos vies. Notre vie, elle est un petit peu comme en suspens, en fait, depuis l'arrestation de Cécile. On est quand même soumis à un stress quasi permanent, à une angoisse permanente.
permanente, c'est quelque chose à laquelle on pense tout le temps, c'est la première chose à laquelle on pense quand on se réveille, c'est la dernière chose à laquelle on pense quand on s'endort. Donc ça prend de la place, effectivement, c'est très très dur. Émotionnellement, psychologiquement, de tenir sur la longueur. Mais voilà, effectivement, la mobilisation, ça nous aide. Le fait qu'il y ait énormément de gens qui nous aident aussi, qui nous soutiennent, c'est quelque chose d'extraordinairement important. On s'accroche vraiment à l'espoir qu'elle rentrera un jour et que ce jour-là, il faudra qu'on soit là, qu'on soit solide et qu'on soit fort pour elle. Vous avez choisi de médiatiser la situation de votre sœur. Ce n'est pas systématiquement le cas des familles de détenus français en Iran. Pourquoi l'avez-vous fait? La question de la médiatisation pour les familles, c'est une question très difficile. Dans les premiers temps de la détention, le Quai d'Orsay nous recommande la discrétion pour justement pouvoir obtenir la libération et travailler voilà, dans l'ombre et essayer de régler le problème le plus vite possible. Le problème, c'est que quand la détention se prolonge, déjà c'est très difficile pour certaines familles de rester à attendre, surtout que dans le cas de Cécile et Jack, entre le 7 mai, leur arrestation, et le 23 novembre, on n'a pas eu le moindre signe de vie. On ne savait pas où ils étaient, on ne savait pas où et comment ils avaient été arrêtés, on ne savait même pas s'ils étaient encore en vie. Donc ça, c'est une situation qui est absolument insupportable. Pour les familles, c'est ingérable. Et du coup, bon, on se rapproche d'associations, on se rapproche d'autres familles d'otages, on se rapproche aussi éventuellement de journalistes qui ont de l'expérience sur ces questions-là. Et les conseils étaient toujours les mêmes, allaient toujours dans le même sens. Il faut médiatiser. Il faut médiatiser parce que d'une part, ça protège Cécile. Si elle est connue, ce sera plus difficile de s'en prendre à elle, de la mettre en danger. Enfin, en tout cas, ça lui apporte une protection. Après, la décision de communiquer, elle est très difficile parce que en tant que famille, on est terrifiés. On est terrifiés parce que bon, déjà c'est quelque chose de complètement nouveau qu'on découvre, donc c'est l'inconnu, ça fait peur. Nos proches sont extrêmement vulnérables sous la coupe de personnes qui les maltraitent, donc en fait on est absolument terrorisé d'éventuelles conséquences que ça peut avoir sur leur détention. Et moi je m'en suis bien rendu compte, la mobilisation et la médiatisation, c'est un travail à plein temps en fait, donc c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps et qui fait que voilà, il faut être prêt à consacrer une grosse partie de sa vie à faire ça en fait. Donc c'est pas une décision qu'on prend à la légère. Chaque famille a ses propres ressentis et ses propres angoisses. Et c'est vrai que pour nous, en ce qui concerne Cécile, on était tous plutôt d'accord pour y aller, mais voilà, c'est plus difficile pour d'autres familles. Quelles sont vos relations avec le ministère des Affaires étrangères? Que vous dit-il? On a des interlocuteurs très disponibles, très humains, avec qui on a des échanges réguliers. Maintenant, pour les autorités françaises, particulièrement dans le cas de Cécile et Jacques, c'est très difficile d'obtenir des informations. Il n'y a rien qui filtre. La plupart des informations qu'obtiennent les autorités françaises sur Cécile et Jacques, en fait, elles viennent des appels qu'ils nous passent à nous, à la famille. Donc voilà, c'est très compliqué. Après, on rencontre aussi l'ambassadeur de France en Iran, Nicolas Roche. Tous les 3-4 mois, quand il est de passage en France, il s'arrange toujours pour fixer une réunion avec toutes les familles. Et pour nous, c'est très précieux parce qu'il nous explique donc son travail, tout ce qui est mis en place là-bas en Iran pour leur faire passer des choses, essayer de leur faire passer des choses, notamment les livres qu'on essaye de leur envoyer mais qu'ils ne reçoivent pas manifestement, d'obtenir des visites consulaires, d'obtenir des améliorations de conditions de détention et toutes ces choses-là. Donc pour nous, c'est très précieux parce que c'est aussi en fait un petit peu notre interface avec nos proches parce que c'est lui qui les a rencontrés à chaque fois lors des visites consulaires, c'est lui qui les a vus, donc le fait de le voir lui directement, c'est quelque chose qui nous fait du bien. On garde confiance en l'action des autorités françaises et on espère vraiment qu'elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour ramener Cécile, Jacques et Olivier le plus vite possible parce que là c'est plus une question de mois en fait, c'est une question de semaines, voire de jours. Enfin, on sent pour les trois que là c'est de plus en plus difficile. On se demande comment ils ont fait pour tenir jusqu'à présent et on se demande combien de temps ils vont encore tenir dans cette situation.